Vous écoutez le Libre Journal des enjeux sécurité dirigé par Xavier Offert, assisté de Frédéric et de Georges, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 28 janvier 2023 de 18h à 19h30 et réalisé par Jocelyn. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonjour, Radio Courtoisie, vous écoutez Enjeux Sécurité, émission mensuelle consacrée à tous les aspects de la sécurité intérieure et extérieure, conçue à partir de deux disciplines majeures, la géopolitique et la criminologie. L'émission est animée par Xavier Offert, qui vous parle à présent, par Frédéric, prénom féminin, et Georges, qui sont non pas des assistants, mais des participants à part entière. C'est-à-dire que l'émission a été conçue pour donner la parole et pour permettre de s'exprimer des jeunes professionnels, ce qu'ils sont tous les deux, et l'actualité, tous les sujets dont nous traiterons passeront notamment par le filtre de leur cerveau. Je veux savoir ce qui les intéresse, je veux savoir ce qui les fait réagir. C'est une émission qui est consacrée principalement, bien entendu, comme je l'ai dit, au sujet de la sécurité, mais à destination d'un public de jeunes, c'est-à-dire des étudiants, c'est-à-dire des jeunes professionnels, et ce qui les intéresse, ce qui les fait réagir, comment ils voient les enjeux internationaux et nationaux de sécurité, et c'est la raison pour laquelle leur participation sera décisive. Nous allons, dans les temps qui viennent, cette émission naturellement se fera tous les mois, nous envisageons la mise en place progressive d'une lettre d'information de l'émission Enjeux Sécurité, et voilà pourquoi. Tout ce qui touche aux phénomènes de sécurité, aux enjeux, je vais vous donner par la suite, juste après, la liste des sujets, liste non exhaustive, naturellement ça changera en fonction de l'actualité, mais la liste des sujets importants dont nous parlerons, et les sujets en question comportent parfois des données chiffrées, des statistiques, des choses comme ça, et il n'est pas mauvais de pouvoir compléter l'information qu'on reçoit par la voie de la radio par des éléments qu'on peut recevoir aussi sous forme de PDF ou de documents à partir du moment où on a fourni son nom, son prénom et son adresse mail, son adresse courriel. Donc si vous avez envie dans les temps qui viennent et en général dans l'avenir de recevoir des éléments d'information du genre une fois par mois, on n'abrutira pas les auditeurs de documents, les bombardera pas, mais une fois de temps en temps de recevoir une lettre d'information en vous disant voilà, comme souvent, par exemple, je prends un exemple au hasard, M. Darmanin a raconté encore un gros mensonge, eh bien, au lieu de détailler tous les chiffres, toutes les données, que vous puissiez en disposer sous forme de mail, et pour ce faire, il faudra envoyer à l'adresse courriel de Radio Courtoisie, c'est-à-dire courtoisie@radiocourtoisie en un seul mot.fr, en disant bonjour, j'ai entendu, en deux mots j'ai entendu Enjeux Sécurité, je souhaite recevoir leur lettre d'information, et là, nom, prénom, et puis le courriel, et on vous enverra ça dans l'avenir. Il faut un petit peu de temps pour que ça se mette en place, mais disons qu'on est là, fin janvier, à la fin du premier trimestre, ça devrait fonctionner efficacement. Maintenant, quels sont les sujets qui seront abordés pendant l'émission ? Et j'insiste, qui ne sont abordés nulle part ailleurs comme thème central d'une émission. Il est naturellement tous les jours à la radio ou à la télévision, on vous dit « Ah mon Dieu, il s'est passé ci, il s'est passé ça », mais ça va, ça vient. Ça n'est pas quelque chose qui constitue le fond de l'émission. C'est considéré, avec un peu de mépris d'ailleurs dans les grands médias d'information, comme des faits divers. Voilà, c'est pas digne d'être considéré comme un phénomène de société.
Quand il y a des gens qui changent de coupe de cheveux, c'est un phénomène de société, mais pas ça, parce qu'il y a un peu de mépris. Et donc, nous considérons ces problèmes-là comme cruciaux, comme centraux. Nous considérons, et nous l'avons dit à maintes reprises, que la formule décisive en la matière est celle de Raymond Aron, qui, dans un livre, a défini l'État-nation de la façon suivante. L'État-nation, ce qu'il doit être pour qu'il soit bien dirigé, c'est en paix à l'extérieur, en paix à l'intérieur, pardon, et respecté à l'extérieur. Je répète, respecté à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Alors, à partir du moment où des éléments font qu'on n'est pas exactement en paix à l'intérieur et pas exactement respecté à l'extérieur, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est des sujets pour nous et c'est de cela dont on vous parlera. Important aussi à avoir en tête le fait que ce n'est pas une émission historique, c'est-à-dire que nous ne reviendrons pas sur les siècles passés, ce n'est pas l'objet de notre émission, ce sera au contraire une émission prospective, nous nous intéresserons aux sujets qui émergent, nous nous intéresserons à ce qui monte à l'horizon, nous nous intéresserons à ce qu'il y a devant nous sur la route et nous essaierons d'expliquer pourquoi les choses se passent comme ceci, pourquoi elles se passent comme cela, ce qu'il faut en attendre, et sur une vaste gamme de sujets que je vais maintenant énumérer. Le diagnostic criminel de la France, c'est très important de faire un diagnostic. On ne peut pas donner un traitement en médecine à un patient si le diagnostic n'a pas été fait. Ce qui intéresse les Français dans leur vie de tous les jours, pour parler familièrement, ce qui pourrit la vie des Français, c'est-à-dire la délinquance au quotidien. Ensuite, nous parlerons, quand l'actualité l'exigera, du crime organisé transnational, comment cela nous concerne tous et comment de cartels, de mafias, de gens comme ça qui ont l'air d'être très lointains et qu'on n'a pas fortement chez nous, mais comment leur activité finit par nous toucher et finit par nous atteindre. Nous parlerons, et c'est la conséquence directe de ce crime organisé transnational, des grands trafics internationaux, trafic de stupéfiants, trafic d'êtres humains, trafic de contrefaçon et de contrebande. Il y a la contrefaçon et la contrebande, ça peut paraître anecdotique, ça peut dire, bon ben voilà, il y a des cigarettes qui sont vendues en contrebande. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. La contrefaçon, par exemple, ce sont les pièces détachées de voitures qui sont contrefaites, et puis une fois que vous avez à votre insu une pièce détachée qui a été installée sur votre voiture, par exemple une plaquette de frein, vous freinez, la pièce en question est contrefaite et vous finissez dans le mur. Vous voyez donc qu'il y a ce qui s'appelle les contrefaçons dangereuses. Nous nous intéresserons peu aux contrefaçons de sacs de luxe et de foulards célèbres, de marques célèbres, mais les contrefaçons dangereuses, contrefaçons de médicaments, contrefaçons de pièces détachées, contrefaçons d'outils, etc. Oui, parce que ça peut mettre la vie des gens en danger. Alors, quand on s'intéresse au continuum de la sécurité, on s'intéresse naturellement à ce qui se passe en face, à ce que font les gens qui sont censés lutter contre ça. C'est-à-dire que le continuum pénal, c'est en première ligne la police. On apprend qu'une infraction, un crime a été commis, alors on va essayer de repérer le criminel et puis de l'arrêter. Après ça, il est déféré, donc il est envoyé en direction de la justice, et là, il est jugé, et à la fin du continuum pénal, dans le meilleur des cas, pas tellement sous M. Dupond-Moretti, mais enfin, en général, il est envoyé en prison, et donc le continuum pénal, c'est ce que font la police, ce que fait la justice, la police et la gendarmerie, bien sûr, ce que fait la justice, et après ça, ce que fait la pénitentiaire. Le continuum pénal, c'est les forces de l'ordre, police, gendarmerie, après ça, la justice, et enfin, la pénitentiaire. Et donc, nous essaierons de voir comment et pourquoi la justice pénale, à l'heure actuelle, est quasiment en faillite, et nous donnerons des exemples. Enfin, mais pas enfin, bien entendu, ensuite, nous parlerons des phénomènes de terrorisme, où ils en sont, quel est leur avenir,
qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient qui permet de dire ça va mieux ou ça va plus mal, et en fond de tableau, car c'est une discipline qui est extrêmement utile pour comprendre les choses de façon globale, de façon mondiale, c'est la géopolitique. Nous, les criminologues, à l'heure actuelle, à vrai dire, ce qui nous occupe à 100%, c'est ce qu'on appelle la face obscure ou la face noire de la mondialisation. Il y a eu un phénomène de mondialisation qui n'échappe à personne à partir du moment où le mur de Berlin est tombé, à partir du moment où le bloc de l'Est s'est fracturé et puis a fini par disparaître, mettant fin à 44 années de guerre froide. Et bien à ce moment-là, nous sommes entrés dans un phénomène de mondialisation. La mondialisation a eu des effets positifs, mais elle a eu des effets négatifs. Et ces effets négatifs, c'est ce que nous appelons la face obscure ou la face noire de la mondialisation. Et c'est ce qui nous occupe pour l'essentiel, nous les criminologues. Les grands trafics internationaux dont j'ai parlé, le crime organisé transnational, et même maintenant les phénomènes de délinquance au quotidien, tout ça est lié d'une façon ou d'une autre au phénomène de mondialisation. Voilà, donc la géopolitique, la discipline la plus large, celle qui englobe le plus tout ce qui est en mesure de nous affecter, de faire en sorte que nous souffrions en tant que pays et en tant que continent, c'est-à-dire tout ce qui touche à ce qui pourrait faire en sorte que nous soyons moins respectés à l'extérieur, moins en paix à l'intérieur. Voilà les thèmes de cette organisation. Alors, Frédéric et Georges, j'espère que ça vous intéresse, hein ? Tout à fait, bonsoir à tous déjà, très heureux d'être ici, et bien, que dire sinon qu'on a fort hâte de plonger dans tous ces sujets dont la profondeur, loin de susciter chez nous le vertige, attise notre curiosité. Bonsoir à tous et merci à Xavier. Et puis je suis ravie d'être ici ce soir à vos côtés, Xavier, ainsi qu'au vôtre, Georges, pour parler de tous ces sujets passionnants que vous venez d'énumérer les uns après les autres. Il nous tarde de commencer. Alors, il faudra réagir, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une émission de Béni Oui-Oui, ça n'est pas un cours magistral du docteur Roffer, hein. C'est quelque chose qui tient, mais oui, mais attendez, pourquoi vous dites ça, pourquoi je ne suis pas d'accord? On n'ira pas jusqu'à se chamailler, mais il faut que par moment, vous fassiez valoir des arguments qui... on n'est jamais meilleur que quand on est stimulé. C'est la raison pour laquelle, depuis les histoires de Covid à l'université, je m'enquiquine, mais alors, j'essaye de rester poli avec les cours en visio, parce que les cours en visio, on parle à des timbres-postes, on ne parle pas à des êtres humains. On a un écran avec des petits Mickey devant soi, des petites fenêtres dans lesquelles il y a des gens dont on ne sait pas s'ils sont en train de tricoter par derrière ou de faire autre chose, ou de se faire un café. Donc, ce n'est pas tellement intéressant. Et surtout, on ne voit pas, ce qui est essentiel pour l'enseignement, on ne voit pas dans les yeux des gens s'ils vous suivent, s'ils ont compris, et ce qu'on peut voir quand ils sont dans la pièce. Et là, je peux vous garantir certainement que ni Frédéric ni Georges ne sont des robots de chat, GPT, etc. Ce sont des êtres humains en chair et en os, et je compte sur leur réactivité, je compte sur eux pour noter ce qu'ils voient quand il y a quelque chose qui les heurte. Dans le cadre de notre émission, bien entendu, on ne peut pas ici grand-chose sur le prix du kilo de pommes de terre ou quoi que ce soit de ce genre-là, ou sur le fait que les métros ou les trains arrivent en retard. En revanche, sur les phénomènes qui touche à la face obscure de la mondialisation, à la géopolitique de l'illicite et à tout ce qui circule entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, bienvenue à vous, et vous allez voir, on va embêter toutes sortes de gens qui n'auraient pas envie qu'on parle de ça, et on va essayer d'intéresser et même de passionner tous ceux, à l'inverse, que ces phénomènes intéressent. Alors, ça, c'était le cadre large. Maintenant que j'ai votre appui, on va aller un peu plus dans les précisions, c'est-à-dire vers les séquences thématiques. Alors, parmi les choses qu'on subit, il y a le fait que depuis Monsieur Hollande, et puis après ça avec Monsieur Macron, l'un n'étant pas plus
socialiste que moi, je suis archevêque, et l'autre étant en plein dans cette idéologie-là, nous subissons une idéologie qui est l'idéologie libérale libertaire. C'est-à-dire que nous avons affaire à des gens qui se disent libéraux, mais c'est une forme de libéralisme assez étrangère à celle de la tradition française nationale du libéralisme, Frédéric Bastiat, etc. Et c'est une sorte de courant libertarien qui, par moments, touche assez précisément à l'anarchisme mondain, c'est-à-dire que tout ce que font les brigands, ça leur paraît drôle, ça leur paraît finalement pas si grave que ça. Et c'est une idéologie qui, pour l'essentiel, nous vient de la Silicon Valley, c'est-à-dire les grands noms, les grandes sociétés mondiales de haute technologie, on les connaît tous, Amazon, Facebook, etc., sont essentiellement, en ce qui concerne leur vision des choses politiques, des anarchistes. Vous avez, par exemple, j'avais vu ça en Californie et j'avais été effaré, que Facebook, l'adresse du siège social de Facebook, ils se la sont choisis eux-mêmes, leur adresse, puisque c'était sur un terrain où ils avaient fait construire. Donc ils ont fait une route pour aller jusque chez eux, et la route, ils l'ont baptisée comme ils le voulaient. La route de la voie principale qui mène au siège social de Facebook s'appelle One Hacker Way, allée des pirates. Et ils le font sciemment, c'est-à-dire que souvent, sur le siège social, vous avez un drapeau avec la tête de mort et les 2 tibias, etc., parce qu'ils pensent que les pirates, c'est bien. Et dans un premier temps, maintenant, ils sont devenus un peu plus prudents, mais au début, au siège social, dans la cafétéria de Facebook, il y avait la devise de Facebook qui était « Move fast and break things », foncez et cassez tout sur votre passage. Alors voilà, c'était ça. C'est un peu l'idéologie de Silicon Valley. Et ça, on le retrouve chez nous. On le retrouve dans la permissivité sur les problèmes de stupéfiants, notamment, et dans bien d'autres domaines. Et nous n'avons pas à juger, ce n'est pas une émission de politique, de sciences politiques ou de sociologie, mais nous verrons les conséquences de certaines de ces actions sur la vie des gens, sur les problèmes de stupéfiants, sur les problèmes même qui touchent parfois aux révoltes sociales. Vous voyez en ce moment, par exemple, qu'il y a des sabotages, qu'il y a encore là, tout récemment, il y a une espèce de nœud de câbles et de postes de relais à la gare de l'Est qui a été saboté, et le fait de saboter les choses, d'être dans cette espèce d'idéologie de la révolte, c'est quelque chose qui a été diffusé par des think tanks, c'est-à-dire des sociétés de pensée, ou par des espèces d'éléments d'information ou de formation diffusés par ces gens, des GAFAM, qui sont des libéraux libertaires. Alors, nous verrons ensuite... Si je puis me permettre, oui, allez-y. Il y a aussi maintenant une forme de criminalité qui est permise, sinon encouragée, par certaines idéologies écologistes. On l'a vu récemment, des exemples de canons à neige sabotés. Dans ce sens-là, ça soulève pas trop de questions non plus. Alors, non, parce que les problèmes de l'illicite, plus ça va, et essentiellement, et surtout d'ailleurs depuis que c'est M. Macron, notre président, ça peut se résumer, leur politique, ça peut se résumer par quand ça les arrange, quoi. Donc, manifestement, dans l'espèce de lutte du courant macroniste pour rester au pouvoir, il y a la doctrine de pas d'ennemi à gauche, et même à l'extrême gauche. Et donc, effectivement, ce courant-là, au fil des mois, au fil des années, est quand même laissé assez soigneusement tranquille à mener ses petites affaires. Et on ne peut pas dire que les actes qu'ils commettent, qui parfois sont graves, hein, des sabotages, des antennes relais, des sabotages de câbles qui font que brutalement telle ville ou tel village n'a plus l'Internet, n'a plus le téléphone fixe ou le téléphone mobile quand c'est des piliers relais, etc. Et que, bien entendu, on a vu des fois, il y a des exemples précis qu'on citera quand on reviendra sur ces affaires-là plus précisément, où des hôpitaux, ou des maternités, ou des médecins se trouvaient brutalement dans le noir, quoi, privés de tout. Alors ça, c'est
les manifestations de l'espèce de laxisme qui touche cet anarchisme mondain, et on reviendra là-dessus avec des exemples précis et des questions. Et des fois, nous poserons des questions aux responsables de l'État sur ces sujets, et on verra bien s'ils nous répondent. Il ne faut pas avoir trop d'illusions, mais on n'a pas toujours possibilité de s'empêcher de rêver. Alors aussi, comment les médias qui appartiennent aux milliardaires, c'est-à-dire en gros aux correspondants en France de ceux dont on a parlé précédemment, abordent la sécurité et le terrorisme, quelles sont leurs façons de l'aborder, quels sont les mots qu'ils utilisent, quel est leur vocabulaire, le fait de parler toujours de délinquance et jamais de crime, le fait de citer des actes qui sont d'une immense gravité en termes de vie quotidienne des gens, avec infiniment de mépris de faits divers. J'ai eu l'occasion de dire une fois à une des dames journalistes qui me disait « Mais oui, mais quand vous abordez ça, vous parlez de faits divers. » Alors je lui ai dit « Madame, attention, vous savez, c'est un peu... Je ne sais pas si dans la réalité vraiment... » Et pour de vrai, Marie-Antoinette a dit qu'il mange de la brioche, mais là, c'est un peu ça quand même. Hein. Vous avez des gens qui sont des victimes de faits graves, vous dites, ouais, c'est des faits divers, c'est pas grave. Et ça consiste un peu quand même à balayer la poussière sous le tapis. Donc nous parlerons de ça. Nous parlerons du pillage que subit la France des petites villes et des campagnes, c'est-à-dire le fait que maintenant les paysans se font tout voler, le fioul de leurs tracteurs, les tomates, de l'huile d'olive, la France profonde est au pillage. On a même vu récemment, dans une petite ville à côté de Nancy, un entrepreneur de pompes funèbres se faire voler ses 2 camions, vous savez, où on transporte les défunts dans les cercueils, etc., qui ont dû finir quelque part à l'est de l'Europe ou dans le sud-est de l'Europe. Et surtout, nous parlerons d'un phénomène qui est très grave, et qui est celui des zones hors contrôle, du fait que autour des grandes métropoles, désormais, des zones entières, des quartiers, des cités, sont à peu près à l'abri des incursions policières, que celles-ci n'ont lieu que rarement et de façon exceptionnelle pour y chercher un gros voyou, pour y chercher une grosse cargaison de drogue, mais en temps ordinaire, c'est-à-dire selon la célèbre formule philosophique d'ordinaire et le plus souvent, ces quartiers-là sont peu ou pas policés, au sens d'y faire régner l'ordre. Et quel rôle joue là-dedans le pire échec de toute la Ve République depuis le premier jour d'exercice du général de Gaulle jusqu'à ce jour même, c'est-à-dire la politique de la ville. Ça, c'est très important. Alors, tous ces phénomènes-là se recoupent, et donc nous verrons aussi quels sont les faits importants et les évolutions en matière de stupéfiants. Vous savez que les stupéfiants, c'est pas uniquement que c'est pas bien de se droguer, que c'est pas bon pour la santé, mais c'est naturellement une forme de criminalité qui véhicule des sommes monstrueuses, et que dans le temps, dans une campagne électorale, le président Chirac avait utilisé la formule d'ascenseur social. Alors, l'ascenseur le plus rapide pour devenir milliardaire, c'est le trafic de cocaïne. Vous commencez... alors, je sais que je suis à Radio Courtoisie, qu'il ne faut pas que j'abuse des citations de Karl Marx, mais quand même, en tant qu'économiste, il y a eu des formules importantes comme l'accumulation primitive du capital. Accumulation primitive du capital, c'est simple. Ça consiste à dire, c'est facile de faire 2 euros avec 1 euro, mais faire 1 euro à partir de 0 euros, c'est plus dur. Il faut faire une accumulation primitive du capital. Et donc ça, alors bien entendu, vous pouvez faire des petits vols à main armés, prostituer des jeunes filles fugueuses ou autres que vous avez ramassées dans la rue et que vous contraignez à se prostituer. Donc vous réunissez vos premiers 200 000 à 300 000 euros,
Et puis, à partir de ce moment-là, si avec succès, vous arrivez à faire 3 ou 4 allers-retours avec l'Amérique latine, acheter la première fois 200 kilos, la deuxième fois 1 tonne, la troisième fois 5 ou 10 tonnes, au troisième voyage, vous êtes milliardaire. Je vais vous donner un chiffre. Mais les chiffres en question, il faut les retenir, ce qui fait que j'engage les auditeurs à nous envoyer leur nom, leurs adresses et leurs mails, comme ça on pourra leur faire des petites fiches cuisine où ils auront tous les chiffres. Alors, ce que c'est que l'aller-retour d'être milliardaire, nous sommes en janvier, à la fin du mois de janvier 2023. Pendant l'année 2022, dans le seul port d'Anvers, en Belgique, les douanes ont saisi 110 tonnes, 110 000 kilos de cocaïne. Ça, c'est ce qui a été saisi. Comme les douaniers d'Anvers disent eux-mêmes qu'ils attrapent à peu près 10 à 15% de ce qui passe, naturellement, il faut être prudent. Donc, on va leur accorder le bénéfice d'être un peu plus efficaces qu'ils ne le sont sans doute vraiment et de dire qu'ils en ont pris 20%. S'ils en ont pris 20%, ça signifie que rien qu'à partir d'Anvers, il y a eu 800 à 900 tonnes de cocaïne, de 800 000 à 900 000 kilos de cocaïne qui ont été livrés aux caïds, aux chefs du trafic de stupéfiants en Europe. Alors, après ça, bien entendu, la cocaïne, elle n'est pas vendue pure, elle est coupée. Ce qui fait que quand on prend pour l'Union européenne ce qui est passé entre les mailles du filet, ce qui a été livré aux narcos et ce qui a été vendu, c'est-à-dire d'abord les grossistes, les demi-grossistes, les cités, les petits dealers de coin de rue, ceux qui sont à la porte des boîtes de nuit, etc. Il y a eu, après coupage, Anton, passé dans les mailles du filet, à partir de tous les ports de l'Union européenne où arrive la cocaïne, ça fait 1500 tonnes. Coupé à 40%, ça fait 2100 tonnes. Les 2100 tonnes en question, on ne parle même pas de ça, qui représente des sommes absolument incommensurables, mais rien que ce qui a été saisi au seul port d'Anvers, si ces 110 tonnes avaient été vendues dans la rue, ça aurait rapporté aux narcos 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Vous voyez donc, à partir du moment où c'est 1000 tonnes, c'est des dizaines de milliards qui circulent. Les dizaines de milliards, ils corrompent l'économie légale. Il est évident que l'argent n'est pas tout rapatrié vers l'Amérique latine. Tout ce qui a été gagné et acheté sur place, après ça, c'est vendu sur place. Donc, ça corrompt l'économie. On parlera de tous ces phénomènes-là. Je vous écoute, Frédéric, dites-moi. Ce que vous dites sur ces sommes incommensurables qui auraient pu circuler me fait penser à un ouvrage de Christophe Guilly que je lisais récemment qui s'intitule « Fracture française » et qui vous cite en début de chapitre. Et vous reveniez sur l'économie souterraine de la ville de Lyon, où justement, après des calculs assez précis, vous constatiez que l'économie, les trafics de stupéfiants plutôt représentait la deuxième économie la plus importante de la ville, ou la troisième, je ne sais plus, mais ce qui montrait finalement que ces trafics généraient énormément d'économies en fait, sur une ville assez importante comme la ville de Lyon. Oui, mais c'est partout comme ça. Partout, il y a des banlieues hors contrôle. Ça existe, c'est ce qui s'appelle l'économie souterraine. L'économie souterraine, on peut l'évaluer. Alors, on a un gouvernement qui n'est pas d'une honnêteté terrible en la matière. Pour la région parisienne, on ne nous donne plus les chiffres du produit intérieur brut de chacun des départements de l'Île-de-France n'est plus donné séparément. Il est donné en bloc. Voilà, le produit intérieur brut de l'Île-de-France, c'est tant. Mais on peut quand même savoir, parce que le gouvernement français, qui n'est pas d'une honnêteté folle en ce qui concerne la divulgation de ce qui pourrait lui être reproché par la suite, il n'est pas suicidaire, donc là encore il y a un phénomène où on balaye la poussière sous le tapis, mais il y a l'Union européenne, il y a le système
qui est l'équivalent de l'INSEE, l'Institut national de la statistique pour l'Union européenne, qui s'appelle Eurostat. Et donc, ils sont obligés de donner beaucoup de chiffres à Bruxelles. Et donc, quand on va fouiller dans des tableaux Excel interminables à Bruxelles et qu'on finit par retrouver les choses, on arrive à retrouver le produit intérieur brut de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Hauts-de-Seine, l'Essonne, etc., c'est-à-dire de l'Île-de-France. Alors moi, j'ai récupéré ces chiffres-là, et maintenant, l'Union européenne demande aussi aux États membres de donner une estimation de l'économie souterraine dans leur pays. Pourquoi ? Parce que quand on fait une comptabilité où on omet des sommes aussi importantes, toute la comptabilité nationale est faussée. Vous comprenez que les gens qui gagnent clandestinement des millions et même des milliards, comme on l'a vu, à vendre de la drogue, ils achètent des objets en France. Donc si on n'intègre pas l'argent en question dans la comptabilité nationale, elle devient absurde. Hein ? C'est chaque année le Fonds monétaire international, dans chaque pays, fait un tableau en disant voilà, les échanges internationaux, c'est tant. Par exemple, vous prenez, je dis n'importe quoi, le Liechtenstein. Le Liechtenstein a vendu tant à l'étranger, il a acheté tant à l'étranger. La Terre est ronde, hein, on est d'accord. On n'a pas encore de commerce avec la planète Mars. Donc, ce qu'un pays de la planète achète, l'autre l'a vendu. Et donc, à la fin, comme dans toutes les comptabilités en compte double, ça se termine par 0. C'est nul. Mais là-dedans, l'économie souterraine, elle met le bazar. Vous comprenez ? Parce que si jamais, en Bolivie, un narco achète 15 Mercedes et qu'il les paye en billets de banque, ce qui est possible, il va y avoir eu des Mercedes d'importés, mais elles n'auront pas été vendues officiellement parce que ça a été payé au noir. Alors voilà, le Fonds monétaire international, la comptabilité, vous savez, le truc qui sert à caler l'armoire, on met un livre sous les pieds de l'armoire parce qu'il est un peu bancal. Alors ça, c'est un poste qui s'appelle Erreurs et omissions nettes. En anglais, NEO, Net Errors and Omissions. Voilà. Alors, à force de créer des trucs comme ça, on s'aperçoit que des pays ont des postes erreurs et omissions nettes absolument gigantesques parce qu'ils sont au débouché de la drogue, des routes de la drogue. Vous voyez le poste erreurs et omissions nettes du Pakistan, vous voyez de la Thaïlande qui est au débouché du triangle d'or, etc. Alors quand on arrive, le Mexique, pareil. Et à un moment donné, vous vous apercevez que ces États-là s'effondrent parce que le désordre est tellement grand, l'impossibilité de faire des calculs rationnels, etc., à cause de l'argent de la drogue, fait tout capoter. Et on a des crises financières comme ça extrêmement graves. Pour éviter ça, l'Union européenne a dit non, vous nous dites ce que vous estimez. Alors, il y a eu des protestations vertueuses de la comptabilité française. On dit, oui, mais la prostitution, c'est de la contrainte. Ok, là, on s'en moque, hein, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir l'argent noir à peu près qui circule. Quand on rajoute à la comptabilité de la Seine-Saint-Denis la quote-part de l'économie souterraine qui est réalisée dans ce département, c'est le deuxième département le plus riche de l'Île-de-France. C'est pour ça que le président en a parlé comme la Californie. La Californie française, en fait. Oui, bien sûr, c'est ça. Alors pourquoi ? Parce que, évidemment, ils ont les mêmes méthodes qu'en Californie, c'est-à-dire que c'est la drogue qui aide à caler les pieds de l'armoire, comme je vous l'ai dit là. Hein. Donc c'est comme ça, et donc vous voyez que on nous annonce que la misère est dramatique dans ces pays-là. C'est vrai, évidemment, parce qu'ils ne travaillent pas. Ou alors ils se font donner le RSA, mais ils ne travaillent pas vraiment parce qu'ils sont occupés par l'économie souterraine. Si on n'intègre pas l'économie souterraine là-dedans, ça n'a aucun sens. Donc vous voyez ce que dit Julie et ce que j'avais dit à l'époque sur la région lyonnaise, et qui est encore plus vrai naturellement pour l'Île-de-France, c'est que quand on intègre l'économie souterraine avec les milliards que rapportent les stupéfiants, mais pas uniquement, les marchés aux voleurs, vous savez, on vole les contenus des camions, on les revend dans les caves, etc. La prostitution généralement de mineurs un peu en déshérence, des fugueuses, des trucs comme ça qu'on attrape et qu'on prostitue. Si vous mettez
5 ou 6 prostituées, disons, dans la région parisienne autour du périphérique et vous les faites travailler pendant un an, vous avez les 500 000 euros qu'il vous faut pour amorcer la pompe dont je vous ai parlé de l'achat de drogue au prix de gros et que vous ayez allié jusqu'en Amérique latine ou qu'après ça, autrement, vous alliez chercher ça à Rotterdam ou à Anvers ou dans les ports où il y a quand même pas mal de drogue qui circule. À partir de ce moment-là, voilà, vous avez pratiqué l'accumulation primitive du capital. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'intéresser à l'économie souterraine. C'est pour ça, parce que ça a mis déjà des pays en l'air, hein, sur le dos. Hein, voilà, c'est grave quand l'économie se met à partir en vrille comme ça, du fait de l'injection massive d'argent noir, parce que quand l'argent de la drogue déferle, c'est irrépressible. C'est des dizaines de milliards qui arrivent d'un seul coup. C'est la pompe Afrique la plus monstrueuse au niveau transnational. Évidemment, ce n'est pas le petit vendeur de barrettes de hashish en bas de l'immeuble dans le 9-3 qui s'enrichit tellement, mais au niveau des caïds, ça représente des sommes gigantesques. Et le seul problème qu'ils ont en réalité, c'est d'arriver à trouver un usage, à réinjecter tout cet argent dans l'économie réelle. Alors, donnez-nous vos noms, prénoms et adresses et votre adresse mail qu'on puisse vous envoyer tout ça. Et je vais encore vous citer un chiffre. Et je suis sûr, Frédéric et Georges, que vous allez être baba. Toute l'héroïne consommée, injectée, fumée, parce que ça peut se faire sous forme de fumette ou alors sous forme d'injection, aux États-Unis en un an, si on imagine qu'on l'importe pure à 100%, elle tient dans 2 camions. 40 tonnes. 2 camions de 20 tonnes. On l'introduit aux États-Unis. Après ça, elle est naturellement coupée, et beaucoup plus que la cocaïne, parce qu'il faut qu'elle soit pure à 15-20%, autrement elle vous tue. Et après ça, elle est vendue. Naturellement, elle est vendue en billets de banque. Peu de gens sont assez fous pour aller s'acheter une marchandise illicite avec leur carte bleue ou leur carte de paiement. Vous savez combien, naturellement, la drogue, quand elle est vendue en petits billets. C'est des billets de 5, 10, 20 dollars. Hein. Vous savez combien pour faire passer l'argent des 2 camions, les 2 camions de 20 tonnes, 40 tonnes d'héroïne, on l'a fait passer aux États-Unis. Pour rapatrier l'argent de la vente de ces 2 camions vers le Mexique, il faut 600 camions pour transporter les billets. C'est ça le problème du blanchiment d'argent. C'est énorme. C'est des camions entiers. Voilà. Et à côté de ça, on met vraiment je dirais le projecteur sur l'évasion fiscale des grands groupes, mais ce genre de trafic qui brasse des sommes d'argent colossales, égales, sinon supérieures à l'évasion fiscale de nos grands groupes, voilà, est quand même bien tu dans les médias. Pourquoi, selon vous, en fait? Pourquoi les projecteurs ne sont pas braqués? Ça devrait être un matraquage, en fait. Je ne crois pas qu'on puisse comparer les gens qui sont dans les grands groupes. Ils ont vocation à contribuer à l'économie nationale, ils ont vocation à employer des gens, et il ne faut pas qu'ils soient soupçonnables. Alors, qu'on les assassine de taxes, d'impôts en tout genre, il ne faut pas tuer la bête de somme, hein, bien entendu, mais quand même, ils doivent faire les choses proprement. Mais de l'autre côté, l'argent noir et l'argent criminel ne subit aucune espèce de contrainte. Ils ont 0 taxe et 0 impôt. Les gens qui, à supposer qu'un caïd, au lieu que la drogue soit saisie, pardon, la TVA finalement. Oui, si, mais il y a encore une autre forme de criminalité là à l'œuvre, avec les fraudes à la TVA. Mais c'est une autre affaire. Embrouillons pas tout pour l'instant. Hein. Donc là, vous avez des gens qui récoltent 100 tonnes de cocaïne, qui récoltent 5 milliards. Hein. Voilà, les 5 milliards, ils sont 0 impôt, 0 taxe. C'est 100% de bénéfices nets, avec des taux de profit qui sont gigantesques. C'est-à-dire que quand M. Toyota fabrique ses voitures, à la fin,
une fois que toutes les voitures ont été vendues chez le concessionnaire, il a un taux de profit, c'est-à-dire sa marge à la fin nette, une fois qu'il a tout payé, les impôts, les taxes, il lui reste quelques pourcents sur la cocaïne. 1 kilo de cocaïne. Alors, Frédéric, là, vous allez prendre l'avion, vous allez partir en Colombie et vous allez aller dans la brousse et vous allez acheter 1 kilo de cocaïne pure dans la brousse. Vous allez Vaste programme. Non, bah oui, alors je vais vous donner les moyens de ne pas vous faire rouler. Vous allez le payer entre 1500 et 2000 $. Voilà. Le même kilo, si jamais vous prenez l'avion, vous ne vous faites pas attraper au passage, vous mettez bien ça sent très fort, la cocaïne, il faut bien envelopper, etc. Donc, ça sent les produits chimiques de manière atroce, ça pique les yeux même, par grande quantité. Vous allez le vendre, ce kilo-là, à Stockholm, plus c'est loin de la zone de production, plus c'est cher, vous allez le vendre 50 000 $. Vous voyez le taux de profit absolument hallucinant. Et même si vous faites encore un autre voyage un peu plus long, et si vous allez le vendre en Australie, là vous allez le vendre 100 000 $. Et si vous le vendez dans des pays qui ont à la fois énormément d'argent et des règles un peu puritaines comme l'Arabie Saoudite, là c'est jackpot. Donc merci madame. Voilà des questions. Donc on va pouvoir répondre aux questions. Vous regardez ça, Frédéric, s'il vous plaît, pour que ça passe sous vos yeux vigilants. Donc voilà, c'est pas le même niveau de problème. C'est-à-dire que là, ce sont des sommes absolument monstrueuses. Alors, nous allons maintenant répondre aux questions. Je vous rappelle que vous écoutez sur Radio Courtoisie l'émission Enjeux Sécurité. C'est la première aujourd'hui avec Frédéric et avec Georges, qui sont là pour rappeler Xavier Roffer, qui parle à présent aux vrais problèmes et aux vrais soucis que sont ceux des jeunes générations en la matière. Émission mensuelle consacrée à tous les aspects de la sécurité intérieure et extérieure, conçue à partir de 2 disciplines majeures, la géopolitique et la criminologie. Donc les questions maintenant, voilà. J'ai une question de Vincent. Le socialisme normal, vulgaire si vous préférez, pas le socialisme patriote. Ce socialisme vulgaire est à l'origine de l'espèce de libéralisme qui a pourvu un transhumanisme grossier et prévisible sur tous les points. Alors, peut-être, je ne sais pas. Moi, ça n'est pas une émission de sciences politiques. Et je pense cependant que le libéralisme et le socialisme ont 2 origines politiques différentes en matière de sciences politiques, mais qu'on peut leur trouver un point commun qui est celui de considérer les phénomènes criminels et le fait de considérer toute la chaîne de l'illicite dont on a parlé comme quelque chose de secondaire, de pas très important, et surtout de communier dans une idéologie qui est extrêmement négative, c'est de penser que les malfaiteurs sont les victimes et que les gens honnêtes sont coupables de tout, que la société est coupable et les gens honnêtes et la société sont coupables et que les malfaiteurs, les bandits, tous les gens qui sont dans l'illicite ne sont finalement que de misérables victimes de l'exclusion et du racisme. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Gérard Fauré, dealer de drogue? Ça, je ne sais pas, je ne comprends pas le sens de cette question. Ça vous dit quelque chose? Non, je ne sais pas, donc je ne réponds pas. Alors, intervention de Jean Denis. Vers 1990, dans une supérette du 11e arrondissement. Ah voilà, une question précise, ça c'est bon. Je réprimandais une bande de gamins à casquette sur la nuque qui mettaient à sac les étalages de fruits. Ils se sont sauvés en me faisant des doigts d'honneur, c'est pas bien ça, et en criant « on est américains, nous », ce qui confirmait qu'à première vue, ils n'étaient ni bretons ni auvergnats. Alors... oui, ce jour-là, j'ai bien compris d'où venait le mal. La mondialisation commençait. Voilà. Alors, c'est peut-être des jeunes gens qui avaient eu cette attitude parce qu'ils avaient vu ça à la télé, dans des feuilletons, dans des séries, dans des émissions.
Et effectivement, la mondialisation, comme on le disait, n'a pas eu que des effets positifs en matière de sécurité intérieure et extérieure. Donc, les enjeux de sécurité, tels qu'on a commencé à les décrire, et il faudra aussi passer, hélas, une partie de l'émission à redresser les mensonges officiels. En matière de mensonges, on a un as au gouvernement, c'est M. Darmanin. Il dit beaucoup de choses illicites et illégales et comment dire, fausses. En ce qui concerne le monde de l'illicite et le monde de l'illégal, je me corrige et je vais maintenant vous en donner un exemple parce qu'il faut toujours être précis. Il ne faut pas dire oui, un tel, il dit ceci, il dit cela, il faut être précis. Donc, l'idée que je me suis fait au fil des années, depuis les 2 ans où M. Darmanin est notre ministre de l'Intérieur, c'est que si les services de renseignement ont leur bureau des légendes, il y a maintenant un bureau des mensonges au service de ce ministre. Alors, je vais vous donner un cas précis. Naturellement, là aussi, il y a des chiffres. Je répète, envoyez vos adresses mail et vos noms et nos prénoms et ça nous permettra de vous alimenter en données chiffrées. Tout le monde se souvient de l'assassinat de la jeune fille qui s'appelait Lola il y a peu de temps en région parisienne et c'était en octobre 2022 et là, M. Darmanin, pour essayer de trouver une excuse ou une manière de dire on fait quand même notre travail, a tweeté le 20 octobre 2022 « La France est le pays qui a expulsé le plus d'étrangers en situation irrégulière, donc en bon français des clandestins, en 2021 ». Pourquoi ? Parce que la meurtrière, la jeune femme qui a assassiné la malheureuse gamine, était sous obligation de quitter le territoire français. Donc, alors beaucoup de gens, naturellement, tous les courants de la droite, qu'elle soit libérale ou nationale, ont poussé des cris en disant « mais qu'est-ce qu'elle faisait là ?» etc. Pourquoi elle n'avait pas été expulsée si elle était expulsable ? Et donc, réponse de M. Darmanin, c'est quand même nous, on a fait le job, vous voyez, comme on dit chez les jeunes, la France est le pays. Bon, alors, après ça, on va chercher ce qu'il y a derrière cette affirmation. On constate d'abord que les chiffres que donne le ministre proviennent d'Eurostat. On en a déjà parlé, c'est l'équivalent de l'INSEE à l'échelle de toute l'Union européenne. Eurostat précise bien, quand il donne les chiffres sur qui expulse qui de quel pays, que ces chiffres divergent d'un pays européen à l'autre du fait de méthodologies multiples. Méthodologies différentes de l'Allemagne à la France, à la Belgique, enfin bref, les pays de l'Union européenne, en matière de calcul. Chaque pays a une notion différente de qui doit être expulsé, puisque le droit est national dans l'Union européenne. La France a son droit, l'Allemagne a son droit, l'Espagne, l'Italie, etc. Deuxièmement, les unités de mesure ne sont pas forcément les mêmes. Et la date d'extraction, c'est-à-dire le moment où quelqu'un ayant été mis sous obligation de quitter le territoire, il finit par être vraiment expulsé. Voilà. Donc, Eurostat dit tout ça et dit même que quand il donne des chiffres, il est prisonnier de ce que lui donne le pays en question, la France, l'Italie, l'Espagne, et qu'il ignore les sources précises. Alors vous voyez déjà la prudence avec laquelle il faudrait utiliser ces chiffres. Deuxièmement, l'année choisie, en 2021, on a fait ceci, cela, n'est pas forcément très honnête, puisque cette année subit les contre-coups des fermetures de frontières et autres restrictions, interdictions de circuler, etc., de 2020, de 2021, ce qui a notamment bouleversé tous les éloignements par voie aérienne. Il n'y avait plus d'avions, tous les avions étaient au sol. Voilà, les chiffres présentés par M. Darmanin, encore une troisième source de doute, ce ne sont pas les chiffres annuels authentiques vérifiés, c'est qu'il a additionné des trimestres les uns au bout des autres en disant « bon, alors janvier à mars, ça fait tant, voilà. » mais c'était des chiffres provisoires. Donc, vous voyez à quel point déjà l'ensemble de l'affirmation repose sur des données bancales. Enfin, toutes les années précédentes que l'année 2021 citée par M. Darmanin, c'est-à-dire de 2012 à 2020 sans exception,
En matière d'expulsion d'étrangers, la France est largement derrière au moins 4 ou 5 autres pays de l'Union européenne. Exemple, pour l'année 2020, la France a à son compteur 6930 éloignements. On dit éloignement quand on a renvoyé quelqu'un qui n'a rien à faire chez nous dans son pays d'origine. L'Allemagne, 12 265, les Pays-Bas, 8 715, et même la Grèce est devant nous avec 6 950. Donc vous voyez qu'en matière de vérité, chaque fois que M. Darmanin dit quelque chose, eh bien, il faut y voir à deux fois avant de les accepter. Et nous, on le fera, bien entendu, mais j'observe que là, il faut reconnaître, il faut être honnête dans la vie, les calculs en question étaient vérifiés par Libération, qui n'est pas toujours totalement impeccable dans la matière, parce qu'il ne faut pas faire le jeu d'eux, vous comprenez, si jamais ça profitait à la droite, mais quelle horreur. Mais là, ok, ils ont dit non, les chiffres ne sont pas les bons. Donc, Libération a sauvé l'honneur, mais le reste de la presse, en général, d'information, a avalé tout ça en disant « Ah bah oui, on est ceux qui en ont envoyé le plus, expulsé le plus, etc. » Deuxièmement, on a dit que parmi les sujets qu'on aborderait, il y avait la justice pénale. Et on disait que là, les choses ne vont pas bien du tout. Et des éléments récents, factuels, que j'attends tranquillement que quiconque les réfute, c'est que tout le monde sait qu'en France, on n'a pas assez de magistrats. La France, au jour d'aujourd'hui, tenez-vous bien, par 100 000 habitants, nous avons moins de procureurs que l'Albanie. Peut-être que la Moldavie. Ouais. Voilà. Bon. Donc, vous avez vu ce qui se passe à Nantes récemment, les fusillades sans arrêt, les gens qui sont tués ou blessés, etc. Si on compte la population de Nantes par 100 000 habitants, on a 5 procureurs pour 100 000. La moyenne, non pas de l'Union européenne. Le calcul des magistrats est fait au niveau du Conseil de l'Europe. C'est tout le continent européen. L'Union européenne, 27 pays, le Conseil de l'Europe, 50. Alors, ça inclut l'Albanie, la Moldavie et des pays qui ne sont pas merveilleusement riches, ni qui ont une réputation de justice intransigeante. Moyenne du Conseil de l'Europe pour toute une grande métropole comme Nantes, le nombre de procureurs pour toute l'Europe, c'est 18 pour 100 000. À Nantes, c'est 5 pour 100 000. Donc, on a une justice qui est terriblement sous-dimensionnée. Et souvent, là aussi, il faut être honnête, souvent les gens de droite disent « Oui, mais la justice gauchiste, le syndicat de la magistrature, c'est une petite minorité de magistrats. La grande majorité aimerait faire son travail sérieusement et n'y arrive pas. » En tant que professeur à l'Institut de criminologie, j'ai préparé de très nombreux étudiants à la carrière, au concours de la magistrature. J'ai vu récemment un de ces garçons qui maintenant a progressé dans sa carrière, qui est juge d'instruction d'une ville assez importante, en plus à l'est de l'Europe, à l'est de la France, près des frontières, et où les bandits aiment bien aller parce qu'ils franchissent la frontière et ils sont tranquilles. Donc le monsieur en question me dit qu'il a 300 dossiers à traiter sur son bureau. S'il voulait rendre une justice sereine, précise et à temps, il en faudrait 30. Là, il ne peut simplement pas faire son boulot. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que là, il y a la machine folle du ministère de la Justice qui continue à délirer. Qu'est-ce que c'est le délire ? Les magistrats viennent de recevoir le guide 2023 des infractions. Il a été renouvelé. Il y en avait le précédent en 2014. Le précédent guide comptait 1588 pages. 1588 pages avec tirer la sonnette, tant, assassiner sa vieille grand-maman, tant, etc. Les infractions, les peines, etc. Le précédent guide comptait 1588 pages. L'édition 2023 compte 2972 pages, soit 1384 pages de plus. Il est évident
que si vous êtes cuisinier, si vous avez un livre de recettes de cuisine, et si au lieu d'avoir 1000 pages, il a 2000 pages, vous êtes dans une situation d'extrême complication. La complexité des choses a doublé. Eh bien non, magistrats submergés, personnel et crédit dramatiquement insuffisants, et 1384 pages. Attention, pas des petites pages, hein, c'est le format livre, 20,5, 14,5. C'est le format, ça, ce que vous avez, Frédéric, en face de vous, c'est un livre de poche. C'est un grand livre, un livre format de ce qu'on voit dans les librairies, etc. 1384 pages d'infractions de plus à prendre en compte. Ça, ce sont des choses précises. Il n'y a pas plus de magistrats. Il n'y a pas plus de greffiers, ils n'ont pas plus d'ordinateurs et ils ont une situation où quand ils ont des malfaiteurs en face d'eux, il faut qu'ils passent ça au crible d'un bouquin qui fait 1384 pages d'infractions de plus qu'auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment voulez-vous que les gens travaillent ? Alors, M. Dupond-Moretti, il jette sur la planète entière des regards furieux, il a toujours l'air pas content, etc. Mais dans la réalité, si la situation de la justice, personne n'a dit à ces individus-là, mais au fou, arrêtez, vous vous rendez compte ? Alors, pourquoi c'est grave ? Parce que le nombre de pages a doublé. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes pris sous une cascade ? Si vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles, et que ça double, vous avez de l'eau jusqu'aux genoux. Si c'était au niveau du menton et que ça double, vous êtes noyé. Et là, il y a un phénomène de la magistrature qui, à l'heure actuelle, me disent les magistrats que j'entends, en pleine noyade. Donc voilà, c'est des sujets comme ça dont on parlera. C'est des informations qu'on apportera. On vous les apportera sur différents, médias, c'est-à-dire qu'on vous les dira lors de cette émission-là pour vous alerter. Ceux qui veulent recevoir des informations plus précises, genre une fois par mois ou quelque chose comme ça, recevront Enjeux sécurité sous forme de fiches cuisine avec des choses un peu plus précises, chiffrées, les sources, les références naturellement. Un magistrat m'a envoyé une photo avec le bouquin de 2014 et le bouquin de 2023. Donc, la chose parle d'elle-même, quoi. Vous dites, voilà, il faut que je me dépatouille avec ça. Avant, c'était ceci, maintenant, c'est cela. Donc, on pourra montrer plus facilement des choses par écrit. Alors, donc, il est bientôt 19h. Je rappelle à tous et à chacun que nous sommes sur Radio Courtoisie, que vous écoutez Enjeux sécurité, que c'est une émission mensuelle consacrée à tous les aspects de la sécurité intérieure et extérieure, conçue à partir de 2 disciplines majeures, la géopolitique et la criminologie, avec Xavier Offert qui vous parle, Frédéric et Georges qui sont mes commissaires politiques. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Donc, j'ai demandé, quand on a conçu l'émission en question à Frédéric et à Georges, de me dire, de noter soigneusement, parce que c'est important, tout ce qui vous intéresse, c'est-à-dire tout ce qui, dans le registre de l'émission en question, est capable d'entraîner des réponses, des développements, d'entraîner le dialogue, bien entendu, avec les auditeurs, et après ça, de nourrir donc l'émission en question. Et de manière fort positive, avant le début de l'émission, c'est-à-dire hier ou avant-hier, ils m'ont envoyé leur liste de commissions, c'est-à-dire une série d'éléments sur lesquels ils conçoivent qu'il puisse y avoir des problèmes et pour les envisager, pour poser des questions. Et là, je remarque que je suis heureux de leur avoir donné cette possibilité et parce qu'il y avait là-dedans des questions auxquelles, naturellement, je n'aurais pas pensé, parce qu'on pense mieux à plusieurs que tout seul. Et voilà, donc il y en a qui concernent le terrorisme et notamment le djihadisme en France, différents aspects de la guerre économique qui peuvent intéresser les criminologues et enfin
des questions qui touchent à l'environnement, au changement climatique, dans les questions sécuritaires et tout. Donc Frédéric, c'est vous qui ouvrez le bal. Il y a des choses là-dedans qui vous ont stimulé, qui vous ont intéressé. Et sur quoi aimeriez-vous qu'on se penche ? Alors Xavier, j'aimerais qu'on se penche sur le retour des familles de djihadistes et notamment les femmes qui sont rentrées en France récemment avec leurs enfants. J'aimerais vous entendre sur la manière dont on doit les prendre en charge. Que faut-il faire, sachant qu'elles ont pris les armes contre la France? Alors aujourd'hui, que doit-on faire? Si on regarde un petit peu en Europe, on voit que l'Angleterre a favorisé la déchéance de nationalité. Est-ce qu'en France, vous estimez que cela est possible? Et une deuxième question, doit-on les envoyer en prison quand on sait que la prison parfois favorise aussi la délinquance, la récidive? Et enfin, dernière question, que doit-on faire des enfants, parfois très jeunes, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ne sont finalement pour rien dans les actes qui ne justifient en rien les actes de leurs parents, de leur mère, qui sont parfois même pas nés en France. Enfin voilà, énormément de questions qui sont mues par des inquiétudes finalement quand on a une trentaine d'années et qu'on pourrait être parent finalement. Je comprends et c'est effectivement quelque chose d'important. Alors, on va éviter de répondre par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire que criminalité égale criminologie, mais aussi géopolitique, je vous l'ai dit, on va commencer par l'approche géopolitique. Quel est le danger à l'heure actuelle en matière d'islamisme? Ce qu'on observe, c'est que les gens soient islamistes, c'est-à-dire qu'ils aient en tête une idéologie folle en disant qu'ils ont une envie bouleversante de vivre comme on vivait du temps du prophète dans un désert quelconque, c'est pas un problème. Il faut aussi toujours considérer le fait que nous vivons, c'est très important parce que notre société est fondée là-dessus, dans un état de droit. À savoir que c'est pas un oukase de Kim Jong-un qui fait marcher les choses, c'est le fait qu'il y a un système juridique et qu'on constate que ceci est licite et ceci est illicite, que ceci est permis et ceci est interdit, selon des normes de droit qui sont les mêmes pour tout le monde. Voilà. Premièrement, nous sommes un État de droit, et deuxièmement, ces phénomènes sont d'ampleur géopolitique. Le terrorisme, à partir du moment où le mur de Berlin est tombé et on est entré dans la mondialisation, a changé radicalement de nature. Il n'a plus rien à voir avec ce qui était auparavant. J'allais dire, souvenez-vous, mais ça fait quand même déjà pas mal de temps. Donc, c'est plutôt des lectures, dans votre cas. Qu'est-ce que c'était que le terrorisme avant la fin de la guerre froide? C'était des organisations révolutionnaires qu'on appelait organisations communistes combattantes, les Brigades Rouges, la Fraction Armée Rouge, Action Directe, etc. Et là, vous aviez des terroristes italiens qui tuaient des magistrats ou des commissaires de police italiens, qui revendiquaient en langue italienne leurs crimes ou leurs actes auprès des journaux ou de l'agence de presse italienne. Pareil en Allemagne, pareil en France, etc. Et puis brutalement, vous avez une espèce de vent qui traverse toute la planète de la mondialisation. Ces groupes-là disparaissent. On n'en entend plus parler par la suite. Et qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle vague de terrorisme? On s'aperçoit qu'on a affaire à un phénomène lui aussi totalement mondialisé, que 1998, c'est les premiers grands attentats d'Al-Qaïda. Vous savez, ils font sauter des ambassades américaines à Dar es Salaam, à Nairobi, etc. 3 ans plus tard, quand les polices mondiales commencent à traquer ces individus-là, on s'aperçoit qu'au bout de quelques années, ils sont présents dans plus de 60 pays différents du monde, et les individus qu'on arrête, membres d'Al-Qaïda, sont originaires d'une 50aine de pays au monde. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Avant, on avait des individus d'une nationalité donnée qui avaient une idéologie révolutionnaire.
ou nationalistes, les Basques, les Corses, à certains moments quelques Bretons, etc. Mais ça n'a plus rien à faire, c'est plus à la même échelle. Donc on a affaire à ces gens-là. Et alors ça, c'est le premier problème. Donc, les femmes dont vous parlez, à un moment donné, elles ont, ou leur compagnon a entendu l'appel du djihad de venir rejoindre les camps de l'État islamique quelque part dans la zone entre la Syrie et l'Irak, et elles sont entrées dans une espèce de logique de fanatisme total. Et à partir du moment où, sous les coups portés par une coalition, l'État islamique a abandonné son califat physique, c'est-à-dire la zone de territoire qu'il contrôlait pendant un moment. Vous savez que pendant un moment, ce qu'était l'État islamique, c'était quand même énorme, hein. J'ai entendu, des fois j'entends des choses un peu dans le confessionnal, donc, mais ce que j'ai entendu de la bouche d'un ministre, c'était qu'à un moment donné, au moment où il se lance à la conquête du nord de l'Irak, l'État islamique a plus de chars d'assaut que l'armée française. C'était pas 50 clampins avec des kéfiers sur la tête et des kalachnikovs. C'était quelque chose de grave. Donc, vous avez des groupes comme ça qui ont fait des appels en disant « Venez me rejoindre, venez combattre avec nous ». Et là, vous aviez des hommes et vous aviez aussi des femmes. Ce sont ces femmes-là aujourd'hui qui posent problème. Alors, leur dangerosité ne peut pas s'évaluer à ces femmes-là. Le problème des enfants, j'ai déjà répondu sans répondre, à savoir qu'on est en état de droit, qu'au-dessous d'un âge minimum, ça relève du social et ça ne relève pas du pénal. Donc, pour ceux qui ont moins de 13 ans, il faut les garder dans un coin et puis attendre de voir ce qu'ils deviennent, mais on ne peut rien faire d'autre que de les confier à des entités spéciales pour enfants à problème, quoi. On ne peut rien faire d'autre dans l'état actuel de la loi. Et pour faire quelque chose de plus strict avec ces gamins-là ou gamines, il faudrait que la loi change. Parlons de ceux qui sont en âge d'être soumis à des actes de justice quelconques. Le magistrat est obligé d'apprécier leur dangerosité à la lumière de ce qui se passe. Si on est au début de la course du mouvement islamiste, le danger est maximum parce que leur virulence va s'étaler sur des années et des années. Si en revanche on est en bout de course, il faut être plus distant sur la dangerosité qu'il présente. Le terrorisme obéit à des règles. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des terroristes. Les islamistes ne sont pas les premiers terroristes de l'histoire du monde. Et on observe que le terrorisme est par vagues. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Toujours. Depuis le début du terrorisme dans l'Europe du XIXe siècle, c'est-à-dire les premiers groupes nationalistes terroristes pratiquant la lutte armée en Irlande, les nihilistes en Russie, Narodnaya Volia, etc., tout ça. Donc le terrorisme existe depuis la fin du XIXe siècle. Chaque fois qu'il y a eu une guerre importante, toutes les formes de terrorisme existant antérieurement ont radicalement disparu. Tout le monde a entendu parler des anarchistes et de la bande à Bono. C'était vers 1910-1911. Bon, ceux-là, leur sort a été réglé définitivement, dirons-nous. Mais il y en avait d'autres. Et la petite allumette allumée de l'anarchisme a été soufflée par l'énorme conflit de la Première Guerre mondiale et terminée. On n'en a plus jamais entendu parler. Ça n'est pas revenu après la guerre. Passons aux années 30. Il y avait des attentats terroristes. En 1935, le roi de Yougoslavie et puis le ministre français de l'Intérieur ont été assassinés à Marseille par des terroristes venus des Balkans. Il y avait des oustachis croates et il y avait aussi une splendide, c'est le criminologue qui parle, une splendide organisation terroriste injustement oubliée qui s'appelait l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne, et l'ORIM a fait parmi les plus beaux attentats de l'entre-deux-guerres. Tout ça a disparu à partir de 1939-40, parce que
Le terrorisme, c'est une petite agitation, une petite révolte. Et quand il y a un énorme conflit avec des centaines de milliers d'hommes en armes, des canons, des tanks, voilà. Or, à l'heure actuelle, on est quand même dans un schéma de guerre. C'est la première fois... Et quelle guerre, c'est comme en 14, il y a des tranchées, il y a des canons, il y a des chars d'assaut, etc. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est quelque chose d'assez classique comme forme de guerre. Mais c'est une guerre importante. On ne sait d'ailleurs pas où elle nous mène, comme toutes ces guerres qui, au début, sont faites pour durer 3 semaines, et puis ça s'enquiste, et puis ça dure. Souvenez-vous, la guerre de 14-18, c'était... Ouais, à Berlin, hop, on va y aller tout de suite, on va régler le problème. Les autres, Paris, 4 ans dans la boue des tranchées, etc. Donc, toujours est-il que pour des opérations de cette nature-là, généralement, le terrorisme disparaît. Donc, attendons de voir ce qu'il en est du péril islamiste, organisé, bien entendu. Nous ne sommes jamais, ni maintenant ni plus tard, à l'abri d'un fou qui prend un couteau de cuisine dans un tiroir et qui descend dans la rue, qui crie Allahu Akbar et qui va trucider son voisin de palier. Naturellement, tout ça est très dommage et il faut l'interdire et douloureux pour les familles et tout ce qu'on veut, mais ça n'est pas un danger de nature stratégique. Ça ne peut pas mettre un pays, le nôtre ou un autre, dans un péril existentiel. Le terrorisme tel que le 16 novembre 2015, le terrorisme du 11 septembre, c'est-à-dire quelque chose d'organisé et d'assez massif, les attentats entre Paris et Bruxelles, c'est plus de 150 individus impliqués à l'intérieur. C'était une opération très lourde et bien organisée. Donc, vous avez ça qui est très important de savoir si le péril va durer. Alors, on peut donner quand même quelques précisions, et puis après ça, je répondrai aux questions. On va donner quand même quelques précisions. À l'heure actuelle, ce qui reste de l'État islamique est dans une poche sous la Turquie, dans le nord de la Syrie, dans une province syrienne qui n'est toujours pas sous le contrôle du régime syrien de Damas, de Bachar al-Assad. C'est la poche d'Idlib, on l'appelle. La ville Idlib, ou Idlib en arabe, Idlib. Donc, à Idlib, il y a quelques milliers d'individus terroristes, certains avec des querelles byzantines entre ceux qui sont plutôt plus proches d'Al-Qaïda, ceux qui sont plus proches de l'État islamique, mais il y en a quelques milliers et cela pourrait être problématique pour nous. Mais ils sont sous le contrôle étroit de la Turquie. C'est-à-dire que c'est la Turquie d'Erdogan qui a conquis cette zone-là et qui fait régner la loi et, si on peut dire, l'ordre. Son ordre voulu par la Turquie et son nom. À l'heure actuelle, M. Erdogan espère, il fait d'ailleurs des choses dans ce sens-là, être le grand arbitre pour un beau jour le cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Comme la zone du bord de la mer Noire appartient en partie à la Turquie, que la Crimée était peuplée de populations à l'origine, les Tatars de Crimée qui étaient d'origine turque ou turkmène, donc qu'il y a même des Turcs dans la zone moldave, etc., sud de l'Ukraine, Turcs qui sont très curieux par rapport aux autres Turcs parce que ce ne sont pas, contrairement à 95% des Turcs musulmans, mais des Turcs chrétiens. Voilà, les Gagaouz, c'est une tribu qui s'appelle. Donc Erdogan pense qu'il est légitime pour intervenir dans la région et alors qu'il joue le rôle de grand arbitre ou qu'il espère de jouer ce rôle de grand arbitre et qu'il a en 2023, fin de l'année 2023 ou même, je ne sais pas, enfin en tout cas d'ici un an à peu près, une élection pour lui majeure. Il a avancé, ça sera au printemps. Ça sera au printemps 2023, maintenant. Voilà. Pourquoi ? Juin. Alors, dans une période comme ça, le président Erdogan a besoin d'une vague de terrorisme partant de territoires qu'il contrôle, comme moi d'attraper la peste, si vous voulez. Donc il est destiné, pour se faire réélire, à jouer le joli cœur. Comme il voit qu'il est dans cette position favorable,
merci de m'avoir donné cette précision-là, Georges. Il a avancé ses propres élections et donc c'est qu'il pense les gagner. Ça serait catastrophique pour lui de se faire voir comme le grand méchant loup et d'autoriser, parce que quand un pays du Moyen-Orient contrôle des groupes terroristes, c'est d'une poigne de fer. Hein. C'est pas la justice de M. Dupond-Moretti. Hein. C'est la balle dans la nuque au premier qui fait un pas de travers. Et donc, je serais très étonné de voir quelque chose, même d'une ampleur inférieure à ce qui s'est passé le 16 novembre, ou alors le début 2016 en Belgique, arriver sur l'Europe à ce moment-là. Il faut une logistique, il faut des armes, il faut des munitions, il faut de l'argent. Hein, et quand on a décidé de vous couper en disant tu restes là, tu bouges pas, tu te fais oublier, ça devient un peu difficile. Donc je ne pense pas que c'est les risques d'attentat. Évidemment, c'est du lait sur le feu, il faut être attentif, mais je ne pense pas que ce soit un risque majeur. Alors maintenant, les questions. Longue vie à l'émission, c'est gentil, c'est Paul qui nous écrit. Pour lutter contre l'argent du crime, il faudrait pratiquer la politique de l'Italie. Avec la loi Pio La Torre, député de Palerme, et qu'il a payé de sa vie en 80, confisquer beaucoup de biens à la mafia. En France, on voit quelques ventes ponctuelles de belles voitures et de montres d'origine criminelle, mais ce n'est rien. Et on ne touche pas à l'immobilier et on reste. Qu'en pensez-vous? Alors, d'une part, quand on prend une loi concernant le crime organisé, c'est une des bases, c'est ce qu'il faut savoir. Les auditeurs de l'émission devront se familiariser avec ce contexte, ce constat. Le crime organisé ne répond jamais frontalement à l'appareil d'État. Il n'a pas la force. Même les mafias les plus puissantes sont hors d'état de tenir tête et d'affronter un État si faible soit-il. Alors, ils contournent. Hein, ce qui fait que, dans un premier temps, la loi Pio La Torre, qui date des années 80 en Italie, a rapporté de l'argent, et plus ça va, et moins ça va. C'est la loi des rendements décroissants, parce que c'est quelque chose qui a été pris en compte par les voyous et qui, tout de suite, ont placé l'argent à l'étranger, hors d'État, hors d'atteinte de l'État italien. Alors, qu'il faille saisir plus de biens aux criminels, c'est sans doute un souhait, mais n'oublions pas que, s'agissant par exemple des trafics de drogue, ce qui se passe entre Rotterdam et Anvers, c'est essentiellement une criminalité organisée. Je veux dire, ils ne sont pas cachotiers, ça s'appelle la mocromafia dans les journaux, même c'est une expression qui n'est pas injurieuse, mais qui est communément admise par tout le monde dans la partie néerlandophone de la Belgique et aux Pays-Bas. Et donc, ça part très vite au Maroc, l'argent. Hein, donc, il faut le rattraper là-bas. C'est bien d'avoir cette intention-là, mais quand vous voyez la difficulté avec laquelle ces pays du Maghreb refusent de reprendre leurs ressortissants quand ils sont sous obligation de quitter le territoire français, je ne vois pas pourquoi ils renverraient l'argent plus facilement que ça. Et pourquoi ? On retombe toujours sur le même problème. Respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. S'ils ne reprennent pas leurs ressortissants, s'ils ne veulent pas rendre l'argent, c'est qu'on n'est pas suffisamment respecté. Et en termes de respect, justement, là, le Maroc, quand même, depuis quelques années, nous gratifie de quelques actions quand même limites, ne serait-ce qu'avec l'affaire du logiciel d'espionnage Pegasus, mais aussi très récemment, encore on l'a vu, sur ces questions d'OQTF. Donc là, justement, comment on se fait respecter alors que jusqu'à présent, le Maroc demeure un partenaire de lutte contre-terroriste et anticriminel majeur. Et sur la route de la drogue, surtout, parce que la drogue qui vient d'Amérique latine, elle passe par là. Et chose que les gens ne savent pas assez, mais le premier, dans les années 80, et même si ça se trouve plus tôt, à avoir noué des contacts avec les fabricants, les agriculteurs du Rif, du nord du Maroc, du hashish, Escobar était en contact avec eux. Donc il y a une coopération entre les cartels d'Amérique latine et des gros narcos marocains qui a 40 ans, facilement. Donc ils se connaissent, donc c'est un partenaire. Alors, j'ai une explication. Sur tout le continent africain, depuis que M. Macron est arrivé, il nous fâche avec tout le monde.
J'étais au mois d'avril, là en avril 2022. J'ai passé une dizaine de jours au Sénégal, à Dakar, où il y avait une importante conférence sur les problèmes passionnants de cybercrime en Afrique. Il se trouve, c'est un soulagement, hein. Moi comme professeur, j'ai eu naturellement énormément d'étudiants venus des pays francophones d'Afrique, et il se trouve que la jeunesse africaine a pris goût à l'informatique, a trouvé quelque chose qui lui plaît, et ils sont excellents. Moi, j'ai vu participer à la réunion, j'ai vu des dizaines de garçons et de filles de toute la région. Il y en avait depuis la Mauritanie qui assistait à la conférence en question jusqu'au Cameroun, quoi. De tout ce qu'on appelle la sous-région. Bon, donc ces garçons et ces filles, ils sont enthousiastes pour les affaires informatiques. Ils sont d'ailleurs bons dans ce qu'ils font. Ils conçoivent des logiciels très intéressants. On a à l'heure actuelle dans cette partie-là de l'Afrique un petit début de Silicon Valley, hein, ou de Bangalore comme en Inde. Et donc c'était très intéressant de les voir parce que pour la première fois, je les sens enthousiastes pour ce qu'ils font. Ils n'étaient pas faits pour 9 to 5 dans un bureau, etc. C'est des gens qui sont comme ça, assez mobiles dans leur manière de fonctionner et de penser les choses. Là, avec les ordinateurs portables et puis les téléphones mobiles, ils sont enchantés. Et ce qu'ils font va dans le bon sens. Mais la partie négative de ça, c'est que j'étais en contact avec eux pendant 10 jours. Moi, je viens à titre personnel en tant qu'enseignant, je représente que moi-même, etc. Mais j'ai entendu tout et le pire sur le président de la République, ces leçons de morale, qu'il les traite comme des gamins, il a dit au président du Burkina, il fait chaud ici, il va mettre l'air conditionné. Enfin, il nous traite de manière vraiment scandaleuse. Donc petit à petit, on s'est fait virer par les Russes de plusieurs pays d'Afrique, et même dans les autres, ça coince, quoi. Donc, il y a un problème diplomatique. L'Afrique est un continent où les gens ont besoin de sentir qu'on les aime et qu'on les apprécie. Oui, c'est là qu'il y a une très... la France, jusqu'à présent, a manqué, je pense, d'intelligence et d'agressivité, quelque part, dans la guerre informationnelle, en fait. On a manqué d'influence. La communication a peut-être été défaillante, alors que Wagner, les Russes, mais aussi les Chinois, sont extrêmement actifs et font tout pour nous faire passer pour l'ancien colonisateur en manque de colonies. Et là, jusqu'à présent, on n'a peut-être pas trouvé le ton, la parade, du moins. Comment ça s'appelle dans la tradition militaire française? La guerre d'hier, c'est ça? Et pas la guerre de demain? Voilà. Donc, ce que vous dites, on ne va pas réellement insister sur des gens qui ont, avec les moyens qu'ils avaient, fait sans doute le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Mais c'est vrai que, au-delà de ça, le fait que le chef de l'État les traite comme des clampins et tout, je n'ai pas cessé. J'ai vu des gens, j'ai vu des directeurs de cabinet de ministres, j'ai vu des généraux, j'ai vu des généraux de la gendarmerie, etc. Ils disaient, mais pour qui il se prend, quoi? Et naturellement, pour beaucoup, j'ai des anciens étudiants, donc ils ne m'ont pas disputé ou même engueulé à moi parce qu'ils savaient que j'étais pour rien et que je désapprouvais cette manière de se faire. Mais il faut prendre en compte la manière dont les gens vivent. Et voilà. Donc, vous vous rendez compte comme ça a passé vite? On n'a pas abordé la moitié des sujets, et la guerre économique, le changement climatique et les questions de sécuritaire. Bon, on commencera par ça la fois d'après. Hein? Donc, il nous reste 5 minutes et la première émission sera terminée. Je fais défiler le film en même temps que je vous parle. On a dit un certain nombre de choses, on a soulevé des problèmes. Je crois qu'on a été intéressés, on a eu des gens qui sont intéressés. On ne peut pas, hélas, tous les tenez, j'en prends un petit dernier, là. Excellente idée d'émission, 2 jours cohabitants à l'aise devant un micro. Bah, c'est bien, voilà, c'est vous, c'est des compliments. Félicitations à Xavier Hofer, là j'en suis rougissant, qui apporte un peu de modernité. Eh ben oui, c'est normal, parce qu'il faut être résolument moderne, et cela, on ne peut l'être qu'avec les gens jeunes. Donc les voix que vous avez entendues en dehors de la mienne sont Frédéric, la jeune femme, et Georges, qui est à ma droite, et Frédéric qui est en face, et ils seront là à chaque fois, et je compte sur leur esprit critique
et sur à la fois toutes les idées qu'ils apporteront, parce que en matière de chiffres, en matière de données, en matière d'événements, en matière d'éléments, etc., la criminologie a beaucoup à dire dans son domaine et aussi en ce qui concerne la géopolitique. Merci à tous, merci Georges, merci Frédéric, et à dans un mois précisément. Regardez bien les programmes, vous serez informés de notre prochaine émission. Vous venez d'entendre le libre journal des enjeux sécurité dirigé par Xavier Hofer, assisté de Frédéric et Georges, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 28 janvier 2023 de 18h à 19h30 et réalisé par Jocelyn. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.